Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici entre vous aujourd'hui. Et je remercie les organisateurs, je remercie aussi Dr Mustafa pour l'invitation. Et j'espère que je pourrai contribuer modestement à ce que vous avez disons, comme objectif durant ces 3 jours. La première chose qui a retenu mon attention lors de l'intervention de Dr Issam, c'était qu'on est très bien connecté aujourd'hui. Alors je pense que c'est quelque chose qui m'a ramené un peu en arrière et qui me rappelait le livre que j'ai lu, le livre de George Orwell, éventuellement vous le connaissez, 1984, et où il disait que Big Brother is watching you. Et bien, je me dis aujourd'hui, ce Big Brother, il n'est pas seulement en train de watching us, aujourd'hui, c'est Big Brother is sleeping with you. Ça va beaucoup plus profondément aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose qui nous interpelle du point de vue qu'aujourd'hui, ça veut dire on n'est pas seulement des consommateurs, on n'est pas seulement des utilisateurs, on ne subit pas seulement, mais on peut aussi prendre des décisions. On a beaucoup des éléments, et c'est pour ça que j'ai représenté, disons, mon premier slide ici avec un couteau suisse à faire tout un peu. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans cet état d'esprit, c'est que dans une Smart City, on est un peu de tout. Et alors c'est pour ça que j'aimerais bien un peu discuter de ça avec vous. Beaucoup de points vont être, naturellement, il y a de redondance entre ce que je dis et ce qui va être dit et ce qui va être dit, je pense, mais je vais expliquer certains points, mais d'une perspective qui est peut-être un peu différente. Ça, c'est une juste petite présentation. Ça, ce sont tous les pays où j'ai travaillé de par le monde, qui sont en bleu. Et c'est un peu intéressant de voir que dans le monde, il y a beaucoup de différentes perspectives et d'intérêts. Je vais essayer de partir sur certains de ces points. Certains de ces points, je vais passer un peu assez rapidement là-dessus. Et le reste, on va prendre quelques temps pour discuter de ça, autant que le temps nous permet. À commencer par ça, ce sont un peu des statistiques qu'on connaît, que le développement démographique global, les citadins, le nombre de citadins, etc., c'est tout connu. Ce qui est intéressant, c'est le poids économique de ces gens-là. Si on regarde, c'est 85% du PIB global a été produit dans les villes. Alors c'est là où vraiment ça vaut la peine d'investir quelque chose. Et je pense que c'est comme Dr Issam vient de le dire, c'est à cause de ça qu'on investit dans ces zones-là, et on n'investit pas dans les 15% qui restent, ou moins. Les villes investissent pourquoi? Premièrement, pour remplacer les technologies obsolètes et les infrastructures vétustes. On a besoin toujours de renouveau. Et quand on fait du renouvellement, on prend la meilleure chose, théoriquement au moins. La deuxième chose, c'est anticiper le nombre grandissant de la population avec tout ce développement démographique qui se passe, avec toutes les demandes qui vont être aussi, c'est revenu, on a besoin de répondre à des attentes, à des besoins. Si je me rappelle juste une petite anecdote, c'est quand je suis arrivé une fois en 1993 à Tirana en Albanie, le nombre de la population était 220 000 habitants. 5 ans plus tard, le nombre des habitants était de 820 000 habitants. Ça veut dire 4 fois plus d'habitants en 5 ans. Vous imaginez dans un pays qui est pauvre, comment on va répondre aux attentes des gens. Alors c'est ça un des défis qu'on a dans les cités. Naturellement, en plus, on est toujours en train de regarder d'être plus attractif et plus compétitif. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir les éléments de cette compétitivité, ce qu'on va, disons, avancer. Tout ça nous demande des finances et des ressources dont on n'a pas. Ben voilà le paradoxe qu'on a. Si on ajoute à ça tous les éléments de la globalisation, que ce soit le mouvement des idées, des biens, des personnes ou bien des capitaux, ben on voit dans ce moment qu'il y a quelque chose à faire. Ce qui fait que si on investit, si on fait ces investissements, si on travaille avec cette globalisation, on va arriver à une compétition économique accrue entre les villes. Ce qui fait qu'on a une compétition pour attirer aussi des compétences. C'est-à-dire qu'on a aussi on a un développement démographique aussi.
Ce qui fait que la ville va avoir un succès, mais si elle a un succès, elle va attirer encore plus de gens. Il y aura encore plus de nouveaux de demandes, il faut plus d'investissement. Alors c'est un cycle qui va continuer. Alors on est devant un phénomène qui est un phénomène qui va longtemps dans le temps. Ce n'est pas quelque chose, un phénomène, c'est une mode qui est pendant 3 ou 4 ans ou 5 ans ou 10 ans ici, et après elle va disparaître. Non, elle ne va pas disparaître. On est dans un cycle, dans une dynamique, disons, bon, je ne sais pas si je peux dire une fuite en avant, mais on est toujours en train de partir dans une direction. Cette complexité n'est pas quelque chose de totalement nouveau, parce que quand on regarde dans l'histoire, on voit qu'il y a plusieurs personnalités, ça c'est juste quelques exemples, qui ont travaillé déjà là-dessus. Et quand je parle de Ibn Khaldoun, qui naturellement il n'est pas très loin de l'Algérie, en tant qu'origine au moins, on parle de quelque chose qui a 700 ans, disons, d'histoire. Et lui n'était pas le seul, il y avait aussi d'autres, et qui ont toujours parlé de quoi? Du bon gouvernement. Et quand il parle de bon gouvernement, naturellement, il n'avait pas toutes les techniques que nous avions, mais il parle d'une dynamique d'équilibre entre les activités politiques, économiques, sociales. Et je pense que c'est là ce qu'on avait avancé avant, c'est qu'on n'a pas une image totale et globale. Et aujourd'hui, éventuellement, on peut avoir ça, et naturellement, dedans, il y aura les citoyens, les gouvernements, et c'est pour gérer le bien commun. À la fin, on est tous des citoyens, on est tous des décideurs d'une manière ou d'une autre. On a des problèmes de durabilité. Aujourd'hui, on est en face de ces problèmes-là. Les ressources, la pollution, le sanitaire, les trafics, etc. Surtout dans les villes avec cette augmentation. On a un problème de stabilité avec la vulnérabilité. Bon, vous le voyez, c'est écrit, c'est bon. Avec la crise financière, les réfugiés, et ainsi de suite. On a aussi l'interdépendance dans un manque d'une gouvernance améliorée. Aujourd'hui, on est interdépendant de l'autre à un niveau mondial, et ce qui fait que ce sont des problèmes qui tracassent les politiciens, économistes, businessmen, les académiciens, les philosophes, les artistes, avec des degrés d'intérêt et d'intention différents, puisque chacun a une nouvelle et une perspective différente. L'avancement technologique, ce qui vient aujourd'hui, et on a vu ça au début avec M. Safi qui nous a montré les pyramides, avec cet avancement technologique et dans le mouvement vers une nouvelle tendance est né. Et cette nouvelle tendance, on l'appelle les Smart Cities. Aujourd'hui, et voilà, c'est la nouvelle tendance. Je ne voulais pas vous montrer ça c'est quelque chose que vous connaissiez. Ce n'est pas, mais c'est pour mettre l'idée à ce que je viendrai plus tard à énumérer. Il y a deux caractéristiques principales, c'est la vitesse de la multiplication des cités, Smart Cities. Aujourd'hui, on a vu déjà qu'il y a 600 villes, aujourd'hui 600 projets qui sont en Europe. Il y a je ne sais pas combien de centaines d'autres projets qui sont mondialement ou globalement là. Après, l'autre chose, c'est le lien avec la technologie. Et là, je ne parle pas seulement de l'utilisation de la technologie, mais ce sont des consommateurs. Et du moment qu'il y a de la consommation, il y a une valeur ajoutée et il y a des gens qui sont intéressés à vendre ça. Sans ça, ça ne va pas fonctionner. À la fin, ce n'est pas une commercialisation qui va donner la dynamique. Et là, on regarde que le marché technologique dans ces villes-là varie pour ces projets-là, à peu près dans les 476 milliards de dollars, et on attend, disons, à peu près de dollars dans 5 ans. Ce qui est naturellement énorme, et c'est une motivation pour aller dans cette direction. Une des définitions qui m'a plu, pour une raison dont vous allez voir plus tard pourquoi, c'est que la Smart City est une intégration, j'insiste sur ça, effective de systèmes physiques, digitaux et humains dans un environnement construit, dans la pampa, afin de délivrer un futur prospère, durable et inclusif à ses citoyens. C'est un écosystème. Et là, j'insiste sur ce mot-là, avec les humains, les technologies, les affaires, il doit y avoir un sens économique, les processus, il doit y avoir de la réglementation, il y a les lois, les politiques de gestion, politiques de tous les domaines, et l'environnement, ça veut dire en symbiose avec cet environnement. Plusieurs modèles ont été développés, je ne veux pas partir sur tous ces modèles-là, éventuellement, moi je préparais ça dans le cadre de papier scientifique que je préparais pour la conférence.
conférence. Éventuellement, je vais le mettre à votre disposition aussi. Alors, le deuxième modèle qui ici m'intéresse un peu plus, c'est que tous les, disons, si vous voulez, ces niveaux de, comment on dit, les différents layers qui existent dans une cité smart. C'est-à-dire, on a premièrement le physique, le système physique et les processus. On a le flot de tous les flots qui arrivent, surtout les flots ici d'informations. Et on a vu l'importance d'avoir ces informations, mais le problème, c'est de ne pas les avoir dans des îlots. Le problème, c'est d'avoir ce flot qui est coordonné et qui vient, disons, d'une manière synthétisée, d'une manière qu'on peut éventuellement profiter. Et à partir de ça, il y aura des opérations qui vont se faire. S'il y a des opérations, ça veut dire qu'il y a un commencement, il y a un fin de ces opérations. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a aussi un cycle de vie pour ces produits-là, ou pour ces opérations, ou pour ces processus. Toutes ces actions, toutes ces activités il y a un cycle de vie. Ce qui va générer aussi automatiquement une panoplie de business, qu'il soit un business lucratif ou non lucratif. Ce qui montre qu'on a un système qui est vraiment complexe, je pense que ça a été déjà dit, et il appelle à une coordination étroite entre les niveaux pour un fonctionnement fluide et continu. Si ça ne fonctionne pas d'une manière fluide, on n'a pas l'intérêt d'avoir une smart. De toute façon, on a une cité, on avait déjà une cité, on n'a pas besoin de l'avoir. C'est une cité, la cité est un objet vivant qui naît, qui croît, qui change, qui rétrécit, qui s'étend et qui se renouvelle ou qui disparaît. Ce sont les options qu'on a. Et là, je mentionne vraiment de nouveau qu'il y a un cycle de vie. Et le cycle de vie, on a différents modèles de cycle de vie. On parle de cycle de vie dans un project management. Un cycle de vie. On peut parler pour les villes dans son programme management, ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de project management dans ce cas-là. Ce qui fait, par exemple, si on prend le modèle du PMI, là, ils ont le concept, ils ont la planification, l'exécution, le contrôle et la conclusion du projet, c'est-à-dire de délivrer le projet. On a d'autres approches, d'autres modèles qui sont basés plutôt soit dans le domaine industriel ou bien dans le domaine du digital, de la numérisation. Par exemple, l'Urban Life Cycle qui a été développé sur la base, disons, du Product Life Cycle Management. Il parle de ça. Il y a un autre modèle qui parle de la Smart City Framework. On a développé, mais c'est plutôt dans le cyberespace, et ainsi de suite. J'ai essayé de faire une petite synthèse et je vais, disons, dans mon papier, dans mon analyse, disons ce type de, si vous voulez, de cycle de vie. Où on a au début un raisonnement qui se fait, et ce raisonnement qui se fait, c'est pour désigner, pour faire une nouvelle cité. C'est-à-dire développer, disons sur le papier ici, une nouvelle cité. Et après, il y a toute la collection des informations dont on a besoin pour pouvoir vraiment commencer à dire oui, c'est ça qu'on veut d'une manière précise, c'est-à-dire on parle là en plus un peu du travail de planification dans le niveau de faisabilité et dans l'exécution. Et après, quand on a l'exécution et on a toute cette planification qui s'est passée, on a les opérations où il y a toujours de nouveau une planification qui continue. C'est un processus qui continue, qui ne s'arrête pas à une seule phase. Et après cette opération, on a ce monitoring. Voilà, on vient ici avec la planification. Et là, ça va nous donner la motivation à innover, à venir à un nouveau, c'est-à-dire à régénérer ce cycle-là. Là, on est monté avec le cycle, ici on est en train de gérer, il faut remonter encore une fois, sans ça, la cité ici, elle va disparaître, elle va rétrécir. Et ici, on va disposer des anciennes technologies, des anciennes idées, et revenir sur des autres nouvelles idées, et après, on va refaire le design, on va refaire la planification, on va refaire, etc. Et ça va continuer ainsi de suite. Pour mon objectif à la fin d'avoir cette réponse éducationnelle au défi, je veux regarder un peu les parties prenantes dans les Smart Cities. Ce que j'ai fait, c'est que le Smart City actuellement, si on a un espace, toujours on parle du point de vue dans les Smart Cities, dans les cités en général, on parle qu'on a une finalité. Qu'est-ce qu'on veut dans une cité? On a aussi un espace géographique. Après, on a aussi si vous voulez, les intervenants dans cette
Les intervenants que je mentionne ici sont les décideurs. Alors, on a des décideurs, sans regarder maintenant la qualification de ces décideurs, mais c'est des gens qui vont à la fin avoir une certaine décision à faire. On a les développeurs, les constructeurs, et on a les utilisateurs consommateurs. Ceux-là, ils travaillent avec des ressources, ils ont une culture et ils ont des institutions. On est toujours dans ce cadre-là. Dans un espace cité, si vous voulez, vous avez ces intervenants, mais vous avez des ressources qui sont limitées ou pas limitées, grandes ou petites. Il y a des manques et ainsi de suite. Ça peut être intellectuel, ça peut être financier, ça peut être démographique, ça peut être environnemental, etc. On a aussi toujours une culture. Dans cette culture, dans cette cité, dans ce pays, il y a toujours des valeurs, ce qui va nous donner aussi une certaine éthique de travail et de traitement. Et ça va nous aider aussi à trouver des solutions, parce que les solutions, elles doivent être, pour être smart, ça doit être aussi smart qu'on répond à ce que les gens savent faire ou bien ils adoptent. Et après, naturellement, il y a toujours des institutions qui, eux, vont prendre en charge l'organisation et, si vous voulez, la provenance de toutes ces choses. Mais, ces cités-là, ils sont toujours en lien avec d'autres cités. On n'est pas sur une planète tout seul. Il y a d'autres cités qui ont fait des choses. On a des exemples, des pratiques, etc. qui ont été faites. Ou bien on a des challenges qui viennent de là-bas, ou bien d'autres pays. Ou bien si on a des conflits, ou bien le contraire, on a des collaborations, ainsi de suite. Et en même temps aussi, on a des technologies et des globalisations qui, elles, tournent. Elles ne vont pas nous attendre jusqu'à nous, ici, on fait notre marché dans notre coin. Les choses, elles avancent et elles bougent, et on a vu que c'est avec une rapidité énorme. Et après, on est dans un monde, et dans ce monde-là, il va y avoir encore d'autres cités, il y a d'autres technologies, d'autres globalisations, et ainsi de suite qui suivent. Alors, vous voyez la complexité un peu de comment on va bouger dans l'avancement du projet Smart City. Alors ici, je définis un peu les décideurs. Les décideurs, ils décident, ils contribuent à la sélection des solutions. Ici, on parle de stratégie politique, de régulation, des politiques, de répartition des ressources, contribuent à la sélection des solutions, sans parler de la technologie ou des choses, des aspects techniques spécifiques. Et après, ils coordonnent les actions et les stratégies avec ceux d'autres intervenants. Maintenant, ça, c'est vers l'extérieur. À l'intérieur, toujours, on a le deuxième groupe d'intervenants, qui sont les développeurs, les constructeurs, ça dépend quel chapeau ils ont, qui sont responsables sur le niveau technique du design des services et des solutions sélectionnées, de la maintenance des applications durant leur durée de vie, toujours maintenue. On doit faire des offres de services et de consultation aux décideurs, parce que les décideurs, eux, n'ont pas cette capacité, disons, de savoir tout. Et les développeurs privés peuvent être en concurrence ou en collaboration avec les développeurs des décideurs, ou bien du gouvernement, ou bien des institutions publiques. Alors là, on a de nouveau un autre rôle. Et après, le troisième groupe, ce sont les utilisateurs consommateurs. Les utilisateurs aujourd'hui sont des consommateurs des infrastructures, des outils et des services qu'on propose. Ce qui fait que c'est eux qui génèrent une valeur ajoutée. Alors il faut regarder à nos consommateurs aussi comme une source de revenus qui va nous aider dans le cycle de vie à renouveler et à continuer. En même temps, eux, ils peuvent être les mêmes consommateurs, les mêmes utilisateurs, ils peuvent être aussi des décideurs. Que ce soit dans le cadre participatif, puisqu'on parle dans une smart city, d'avoir une inclusion, d'avoir des participations et ainsi de suite, ils peuvent prendre ce rôle-là, ou bien ils sont eux-mêmes engagés en tant que décideurs. Ce sont aussi des politiciens, ce sont aussi des gens qui sont dans l'administration, ce sont aussi des gens qui ont des actions, ça peut être des gens qui travaillent ici dans ce domaine. Alors ils ont la possibilité de prendre aussi des décisions dans ce cas-là, mais ils sont aussi consommateurs. Ça veut dire lors du moment où il va choisir la technologie d'une manière simple que lui il préfère en tant qu'utilisateur. Vous voyez un peu la nuance, ce n'est plus des choses qui sont très disons, catégorisées, séparées. Après, ces utilisateurs et consommateurs peuvent être aussi ou devenir des développeurs. Ça veut dire qu'eux-mêmes aujourd'hui dans les smart cities, on demande à l'utilisateur aussi de participer, que ce soit par exemple, vous avez mentionné l'exemple, vous faites une photo dans la rue de quelque chose, s'il y a de l'eau qui s'échappe, ou s'il y a je ne sais pas quoi, vous faites une photo, vous allez nous annoncer ça. Ce sont des gens qui eux-mêmes, ils contribuent, disons, où ils développent. On demande aujourd'hui des apps.
sur le téléphone portable, et ainsi de suite. Ce sont des consommateurs, dans beaucoup de cas, ce ne sont même pas des compagnies ou même pas des startups, et ainsi de suite. Alors on voit qu'ici, il y a des relations. Ces gens-là, ils entrent dans le domaine des décideurs. Ces gens-là aussi, ils entrent dans le domaine des décideurs. Ceux-là, ils entrent dans le domaine des constructeurs. Ceux-là ont des contacts avec l'extérieur. C'est juste pour vous montrer un peu comment, dans quel écosystème on est en train de vivre quand on avance dans une smart city. Maintenant, comment faire organiser un alignement entre tous ces gens-là? Maintenant, c'est joli d'avoir tous ces gens-là qui sont intéressés, qui sont tous smart, qui sont tous smart city, et ils aiment ça. Il faut que ça soit organisé. Sans ça, il y a chacun qui part dans une direction, alors on est en train de perdre des ressources au lieu d'avoir disons, une consolidation des ressources. Il faut synchroniser parce qu'on ne peut pas, dans beaucoup de cas, on ne peut pas mettre une application ou une solution avant d'avoir d'autres conditions qu'on a résolu les problèmes des autres. Après, il y a une coordination avec ça en tant que pensez seulement à tout ce qui est légal, les règles, les lois, etc. Ici. Après une harmonisation, puisqu'on travaille toujours dans des cadres, on a vu plusieurs villes, il doit y avoir de l'harmonisation, on ne peut pas faire un système pour une ville, un autre système pour une autre ville, et ainsi de suite. Ça, on perd de synergie, on perd de traçabilité. Je viens maintenant aux choses suivantes pour montrer aussi un autre aspect, et après je viens à l'éducation. Ce modèle-là que j'ai essayé de développer, c'est de nouveau les cycles de la vie, de vie d'une smart city ou d'un projet ou comme vous voulez. Alors ici avec les quatre blocs, mais ici aussi on a les différents niveaux dans le smart city où il y a le business, les opérations, la fluidité de l'information et ainsi de suite, et puis le physique. Et après on a ici si vous voulez, les parties prenantes, que ce soit les utilisateurs, que ce soit les promoteurs, les constructeurs ou que ce soit les décideurs. Et là, on voit que dans chaque étape de ces étapes-là, ça veut dire du moment que je commence à faire un certain design, je dois prendre en considération les différents niveaux. Mais aussi, il y a le design que je dois faire, où il y a les décideurs qui doivent être inclus, il doit y avoir les constructeurs inclus, et on doit avoir aussi les utilisateurs qui doivent être inclus. Alors là, vous voyez comment on a une complexité, et c'est pour ça que je parle d'un alignement, ou bien de coordination, ou bien de harmonisation, comme vous voulez. Je pense que ça donne un peu l'idée où on doit vraiment pouvoir travailler. Cette complexité-là va nous donner aussi certains, si vous voulez, défis. Ça, j'ai mis sur juste des codes que je vais utiliser un peu plus tard. Les défis, je ne vais pas partir dans beaucoup de défis en termes de détails, seulement je les mets pour une présentation ultérieure. C'est que du point de vue des décideurs, on a des défis qui sont non techniques, que ce soit des défis financiers, des défis de collaboration interne, externe dans ce cas-là, de la gouvernance, de prise de conscience. Certains points ont été déjà mentionnés par le Dr. Essam, et je pense que les autres, on les connaît en principe. Mais après, on a des défis aussi techniques. Ce sont des défis proprement techniques, que ce soit l'interopérabilité entre différents systèmes techniques, ou solutions techniques. On a toute l'histoire de la confidentialité, on a des big data, qu'est-ce que ça veut dire? Il vous a dit, monsieur Essam, avant. Il y a quelques familles qui ont accepté qu'on mette des capteurs chez eux. Pourquoi pas toutes les familles acceptent de mettre des capteurs? Vous imaginez, je ne dois pas vous le dessiner. Alors c'est clair qu'ici, dans le big data, on a des problèmes d'intimité, on a des problèmes de sécurité. Il a parlé aussi de l'exemple des capteurs sur une route, le tronçon de route que vous avez fait. Demain, j'étais en train de parler avec mon cher voisin et il me disait, alors je lui ai dit, demain, chacun qui jette un mégot de cigarette, tac, il est flashé. Hein? Vous avez tous les capteurs sur la route. Vous imaginez. Ou bien s'il jette une bouteille de PET avec de l'eau, ben, il y a l'humidité qui a monté, il est flashé. On ne sait pas. Vous voyez, je veux dire, c'est un peu de la science-fiction, mais dans 10 ans, peut-être c'est la vérité. On ne sait pas. Alors là, il y a toute une confidentialité qui sont des défis aussi en relais avec la technique. On a une dépendance de technique et de partenaires. Le jour où j'entre avec une compagnie en tant que décideur, si je suis disons de la municipalité et je décide avec telle compagnie,
ben, éventuellement, et les compagnies, c'est tout à fait légitime, tout à fait aussi normal, les compagnies vont essayer de me capturer dans leurs solutions, dans leurs choses, pour que tous les développements se passent avec elles. Elles ne veulent pas me permettre de migrer sur quelqu'un d'autre. C'est un risque, c'est un défi en tant que décideur que je n'aime pas, mais il est là. Aussi, la faiblesse des mécanismes de déploiement et d'alignement. Quels sont ces mécanismes-là qu'on a pour avoir ça? Parce que ça a à voir avec toute l'organisation, si vous voulez, des décideurs, des différents aussi instituts de décision. On a les défis qui sont en relation avec si vous voulez, les constructeurs. Et les constructeurs ici, moi je parle des ressources, on a des ressources financières, on a les ressources financières qui ne sont pas suffisantes et on doit trouver une solution. On a des ressources financières qui ne sont pas adaptées. Ça veut dire par la loi, il y a des choses où je peux avoir de l'argent pour ça, mais je ne peux pas avoir d'autres. Et alors là, il faut trouver de nouveau des solutions, comment jongler avec ça. Parce qu'à la fin, on a besoin d'avoir certains budgets pour pouvoir effectuer ces projets-là. On a l'histoire du temps. Et l'histoire du temps, aujourd'hui, on ne le prend pas trop en considération, malheureusement. Pourquoi? Le temps, aujourd'hui, avec la technologie qui avance, si je vais prendre, si les décideurs vont prendre 6 mois ou 1 année ou 3 ans pour décider, c'est tout à fait différent. Parce qu'aujourd'hui, la technologie, elle avance. Si je suis en train de réfléchir sur une technologie d'il y a 3 ans, ben vous savez, dans 2 ans, hein, quand on parle, oui, 2020, on va le faire, et la technologie est 2015, ben le 2020, elle est déjà obsolète. Vous pouvez la jeter, vous pouvez acheter une autre. Ben alors le temps, pour moi, en tant qu'exécuteur, aussi avant le décideur, c'est un défi. On a aussi le défi humain. Le défi humain, c'est le nombre insuffisant de personnel qui est éduqué, qui est capable vraiment de prendre en charge des projets de ce genre-là et d'avoir toute cette vision et toutes ces connaissances. Il y a ce nombre-là, je vous donne juste un exemple très simple, l'Allemagne. Malgré que l'Allemagne, c'est un pays où il y a beaucoup d'éducation, les gens sont éduqués, etc., il leur manque par année 60 000 ingénieurs software de logiciels. 60 000 ingénieurs de logiciels. Et ça, on parle d'un pays qui a 100 millions d'habitants. Ce n'est pas, on parle pas de. Et vous voyez, dans d'autres pays, c'est exactement la même chose. Alors ça va influencer quoi? Ça va influencer le développement, ça va influencer aussi tout le business model. Le business model, ça veut dire qu'ils vont être dans l'obligation ou bien d'importer des gens ou bien de déplacer des travaux vers l'extérieur. C'est des opportunités, par exemple, pour les Indiens qui ont un surplus, entre parenthèses, de gens, d'ingénieurs de logiciels. Vous voyez un peu ça, cette relation, c'est pour ça que j'ai montré avant toute la relation avec les autres et le monde. Après, on a par exemple des compétences adaptées. Aujourd'hui, on a, même dans les pays développés, on a des compétences, mais elles ne sont pas adaptées à ce qu'on est en train de faire dans les Smart Cities. Alors, j'ai des ingénieurs qui sont excellents. Est-ce que j'ai des project managers? On a vu qu'ici, une Smart City, ce n'est pas seulement une solution technique. Elle doit être une solution 3 dimensions, hein, avec toutes les autres dimensions qui rentrent dedans. Est-ce que j'ai ces compétences? Est-ce que les gens sont adaptés? Après, on a le leadership adapté. Ce n'est pas seulement une histoire de compétences, c'est un leadership. Parler avec les citoyens pour les engager, disons, à être aussi des citoyens, consommateurs, développeurs, décideurs, ben c'est toute une histoire de leadership. Un leadership qui doit pouvoir gérer ces projets-là, gérer par exemple des groupes ou des project teams qui sont de différentes nationalités. Ce n'est pas quelque chose de donné à chacun. Il faut une certaine préparation. Alors là, on a aussi des défis. Et puis, il y a tous ces autres défis. Je parle toujours des constructeurs. La focalisation, personnalisation des services. Puisqu'on parle de Smart City, on arrive à un niveau, à une granulité de vraiment à l'individu. Alors, ça veut dire, moi, si je suis en train de proposer des solutions, en train d'exécuter des solutions, je dois descendre à ce niveau. Après, la compétition entre constructeurs ou bien la création de cartels. Ça veut dire, ou bien des compagnies, on est disons, en compétition, ou bien on va créer des cartels et imposer des solutions ou des standards. Hein, c'est ce qui se passe. On a l'intégration des services entre niveau et structure, établissement, service universel équitable, et ainsi de suite. Garantir une qualité constante de service, c'est important. Aujourd'hui, on a le PPP, il y a toute ça veut dire le privé public. On a ici toute la bureaucratie, les barrières administratives, on a le manque de
entrepreneurs, ça veut dire qu'il faut éduquer aussi les gens, réseaux sociaux, technologiques qui ne sont pas multidisciplinaires et ainsi de suite. Ici aussi, je ne vais pas trop partir dans les détails concernant les utilisateurs, mais premièrement, on a besoin d'un engagement citoyen, on a une instruction citoyenne numérique qui doit aussi être existante, on a une transformation citoyenne avec le changement de comportement, et après on a des impacts de technologiques dans le sens d'intimité, dans le sens de sécurité, fracture numérique pour l'utilisation, ainsi de suite. Ce que j'ai fait, pourquoi j'ai mis ça? C'est pour arriver à savoir quels sont les besoins du point de vue éducation. Est-ce que l'éducation nous porte une solution à tous ces défis-là, d'une manière ou d'une autre? Alors, ce que j'ai fait dans ma réflexion est la chose suivante. J'ai repris ces défis-là et je me suis dit maintenant dans quel cycle de vie ces défis-là se présentent. Que ce soit le défi principal et les défis, disons, sous-défis. Et là, je suis parti chacun. Alors ça, c'est le D1, ça veut dire le design. Après, ici, c'est l'exécution. Après, c'est le suivant, c'est pour les opérations. Et après, le suivant, c'est pour, le disposal à la fin. Alors, je suis parti pour chacun de ces défis. J'ai fait la même analyse et je suis venu avec, si vous voulez, une carte des besoins. Et là, je me suis dit, quels sont, de ceux-là, quelles sont les choses où on peut résoudre avec une certaine éducation. Ça peut être une éducation technique, ça peut être une éducation managériale, ça peut être une éducation multiculturelle, ça peut être, je ne sais pas, une certaine éducation, elle peut être une éducation standardisée, une éducation sur taille, mesurée, etc. Ça dépend, ce n'est pas la définition, mais ici j'ai besoin de tous ces points rouges, ça montre où j'ai besoin d'une action éducatrice ou formatrice, si vous voulez, ou bien de l'éducation ou bien de la formation. J'ai besoin de là. Et je suis parti la même chose pour les autres. Ici aussi, j'ai fait la même chose. Ça veut dire pour les différents cycles de vie, parce qu'on a une différence de demande, que ce soit dans le premier cycle de vie ou bien à la fin ou au milieu. Alors, on a besoin ici, on a de nouveau différents besoins. Et ici, je mets aussi où il y a des besoins de formation ou bien d'éducation. La même chose j'ai fait ici avec pour les consommateurs. Alors, ça nous donne un peu cette vision de ça. Alors, la réponse éducationnelle ou formatrice, si vous voulez, au défi, elle est premièrement dans l'histoire des cités. Il faut toujours reprendre ce qu'on a fait, disons, avant. On n'est pas dans la cité depuis 50 ans, ça fait des milliers d'années. L'évolution a toujours été garantie par des boucles de rétroaction, c'est-à-dire des feedback loops en bon français, durant des générations. Les derniers apprenants des premiers, le design des cités pour une interaction optimale des activités de la cité. Et là, on voit qu'il y a une importance de continuité de la connaissance. C'est quelque chose qui est cumulatif. On ne peut pas juste être coupé. La seconde, c'est l'importance de l'intégration de la politique, l'économie et les autres activités de la cité. Plusieurs études confirment qu'un des piliers essentiels de Smart City est l'éducation et la formation. Quelle éducation? C'est ça qui vient. À la fin, j'arrive à une conclusion, aussi avec la littérature de recherche et ainsi de suite, que l'éducation continue, elle doit être continue, elle doit être flexible, théorique et pratique ensemble. Alors là, cette combinaison d'éducation ou de formation, si vous voulez, c'est elle qui va nous donner une réponse à tous ces besoins pour faire face à ces défis-là. Un des rapports qui dit, le rapport Smart City de 2017 suggère de réduire l'écart de la connaissance et du talent dans les Smart Cities par le développement de partenariats entre les universités, l'administration et le secteur privé. Alors on voit que de nouveau, il y a ici une demande de symbiose entre ces différents joueurs. Éventuellement, ici, il y a certaines statistiques que j'ai dit, là, ici le manque de talent qui existe, et on le voit dans les pays, combien de pourcentage qui manque. On voit ici une autre chose qui est intéressante, c'est que dans une recherche sur les Smart Cities, les citoyens, ils ont dit on n'a pas de connaissances. Il nous manque en tant que consommateurs, en tant qu'utilisateurs du système, il nous manque un quart de la population dit on ne sait pas utiliser. Il y a une autre partie, ils n'ont pas d'information. Ça veut dire ou bien l'information ne leur arrive pas, ou bien ils ne sont pas sensibilisés à l'information, ou ils ne sont pas intéressés à l'information. Mais cela, ça fait les 2 tiers.
les 2 tiers n'ont pas. Alors vous imaginez, vous voulez mettre une smart city où les 2 tiers de la population n'a aucune idée de ça. Ça ne joue pas. On n'a pas une smart city, on a des solutions techniques dans ce cas-là. On a aussi d'autres statistiques que je vais vous montrer ici qui me poussent à la solution que je vous présente plus tard. C'est que regardez un peu ici, on parle de type d'éducation préférée en Europe, c'est-à-dire le pourcentage des élèves avec un baccalauréat ou maturité. Et regardez ici, en Suisse, on a seulement 20%. En Autriche, on a 18%. En Allemagne, il y a 46%. Regardez en Finlande, en Belgique, en France, la France, elle est là, voilà, ça fait plus que 50% des étudiants qui ont une maturité ou un baccalauréat. Maintenant, je pars au suivant, c'est la production industrielle par habitant et la capacité d'export de certains pays. Et mettez-le en lien avec ce que je vous ai montré maintenant du point de vue éducation. Regardez les pays en rouge, ce sont les pays avec formation professionnelle, Dual Education System, comme on l'appelle. Et regardez ici, on parle de production industrielle par habitant, et regardez la Suisse, c'est le numéro 1. Regardez l'Autriche et l'Allemagne, ils sont aussi dans les au top. Quand vous regardez ici l'export, regardez tous ces pays en rouge sont les pays avec le dual system, ça veut dire un système d'apprentissage qui est en parallèle avec le système conventionnel. Regardez l'Allemagne, Danemark, l'Autriche et la Suisse sont des pays avec ce système-là. Quand vous regardez aussi plus dans la capacité d'innovation et l'efficacité des petites et moyennes entreprises, alors là on voit que de nouveau la Suisse, l'Allemagne, le Danemark et l'Autriche, etc. font de très bons résultats. Ils sont au top. La même chose ici pour les moyennes et petites entreprises. Regardez, ils sont au top de nouveau de leur efficacité. Avec ce système d'éducation, hein, on n'est pas dans le système, disons, traditionnel, entre parenthèses, je dis maintenant français, ne dites pas à Macron que je suis en train d'attaquer son système. Hein. OK. Après, ici, vous avez la situation du chômage. Regardons maintenant du point de vue économique, sur la cité ou bien sur le pays. Regardez ici en Europe, les pays européens, c'est l'OCDE plutôt, entre 15 et 24 ans, vous voyez que ici, les pays ici sont les pays où il n'y a pas de chômage. Regardez le taux de chômage pour les jeunes. Et on sait que toujours le taux de chômage, soit chez les tout jeunes, soit chez les plus vieux ou les vieux, c'est le plus haut. Et regardez comment il est bas dans ces pays-là. Regardez pour les gens qui sont en dessus de 25 ans. Ici, on parle, par exemple, pour la Suisse, on parle de, c'est combien ça? Je ne le vois pas ici, 3,5% de chômage. Ça veut dire, en principe, moi je vous le dis franchement, de ces 3,5%, il y a la moitié qui ne veulent pas travailler. Hein, ça veut dire qu'on est dans un chômage de 1%, 2% au maximum. Ce qui ne veut rien dire, c'est l'emploi, le full employment, comme ils disent. Si on regarde les principales raisons d'attractivité pour les investisseurs, si on veut attirer des investisseurs pour, disons, booster un peu l'économie, va regarder la deuxième raison, c'est la capacité, ça veut dire les talents qui existent sur le marché des travailleurs, qu'est-ce qu'ils peuvent produire. Et quand on parle ici, on regarde ça, c'est ici pour la Suisse, et vous regardez que la deuxième raison, pourquoi les gens, la première c'est la stabilité politique, okay, en Suisse on sait que c'est monotone, mais ici après, la deuxième raison, c'est vraiment les talents qui existent sur le marché, le know-how des gens qui sont là. Dans une autre étude, ça c'est de McKinsey ici, la perception de la formation professionnelle, elle a été faite dans le Golfe. Ça veut dire que c'est une région qui est, disons, au Moyen-Orient un peu. Et ici, on voit que le plus utile pour trouver un travail, c'était quand ils ont fait une étude, disons, une formation professionnelle. Malgré que le plus apprécié socialement, c'est les études traditionnelles. Mais maintenant, je pense ici en Algérie, c'est exactement la même chose. Si quelqu'un vient et veut se marier avec une fille, il vient et dit au père de la fille, le père de la fille va lui demander « Tu fais quoi ?» Je suis plombier. Plombier, tu n'as pas de chance, hein, ça ne va pas. Je suis ingénieur hydraulique, il est excellent. Maintenant, vous regardez la fiche de paye de l'ingénieur hydraulique, il est au chômage. L'autre, il a une BMW. Hein, vous voyez un peu la différence. C'est aussi la vision sociale qu'on a, qui donne une valeur à une certaine formation. Et je pense que là, il y a un travail culturel à être fait. Parce que à la fin, est-ce qu'on veut manger ou est-ce qu'on veut seulement juste mettre le diplôme?
Il y a les deux choses sont possibles. Après, le plus motivant personnellement pour les gens, plus que la moitié, c'est-à-dire la moitié ici, parlent vraiment qu'ils ont une volonté de faire disons, une formation professionnelle. Quand on regarde les salaires et le chômage en Suisse, regardez ça, c'est intéressant. Ici, on parle en regardant sur le revenu annuel des diplômés des universités et des hautes écoles spécialisées. Hautes écoles spécialisées sont les gens, en principe, qui ont fait une formation professionnelle et après, ils sont partis au tertiaire. Aux universités appliquées, on les appelle universités de sciences appliquées. Regardez ici les salaires qu'ils ont. Ça sont les salaires en milliers de francs suisses. Ici, on est à 80 000 francs suisses. Ici, on est 73 000. Ici, avec toutes les études qu'ils ont plus par année, ils sont, si vous voulez, quand vous regardez la moyenne, elle est moins bonne que la moyenne ici, plus bas. Quand vous regardez ici, la même chose pour les universités, le nombre après une année de formation, après une année d'avoir terminé la formation, le pourcentage des chômeurs qui n'ont pas trouvé de travail. Regardez ici, ils sont tous engagés. Ceux des universités de sciences appliquées, ils sont tous engagés, avec de très bons salaires. Par contre, les absolvants des universités, eux, ils ont plus longtemps, plus de difficultés à être embauchés. Et je pense que ça, c'est déjà aussi une indication que la demande du marché, la demande économique du marché, les solutions. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça veut dire que vous avez le niveau d'éducation et le niveau d'innovation comme ça est plus faible. Non, ce n'est pas juste. Parce que quand vous regardez, ici, où je l'ai mis? Il a passé ou je l'ai oublié? J'avais mis quelque chose sur la recherche. Alors, je ne l'ai pas, mais la recherche, la Suisse est le numéro 1. L'innovation, la Suisse est numéro 1. Je pense que je les ai ici. Non. Oui, c'est. Voilà, numéro 1 de compétitivité internationale économique, c'est la Suisse. Malgré que la Suisse n'a ni de pétrole, elle n'a ni un port d'accès sur la mer, elle n'a pas de ressources minérales ou ainsi de suite. La même chose, le PIB par heure travaillée, regardez, c'est un des plus hauts au monde. Ça veut dire que cette éducation professionnelle nous amène à des taux vraiment très hauts. Regardez la résistance, la résilience à la crise financière. Ici, vous avez la crise financière et regardez, ici, c'est la Suisse. Ça veut dire qu'on est toujours en dessus un peu des autres pays et ainsi de suite. C'est certainement à cause de la capacité d'export et la capacité de travailler. Regardez, la 6e année consécutive, la Suisse est le premier pays en Europe en termes d'index d'innovation. Malgré qu'on a un taux de gens qui ont terminé le baccalauréat ou les universités traditionnelles qui est beaucoup plus bas que les autres pays en Europe. La même chose pour l'index d'innovation globale, où la Suisse, pendant 6 ans, était aussi le numéro 1. Alors, on voit qu'il y a... regardez les publications scientifiques. La Suisse, de nouveau, c'est le numéro 1. Ça a à voir avec l'éducation, le système d'éducation, la manière d'éducation. Et là, c'est pour ça que je voulais juste vous montrer ça. Comment ça se passe ici dans le système d'éducation, c'est qu'on a ici les 9 ans d'école obligatoires. Après, on a ici ou bien ce qu'on appelle l'apprentissage, qui peut partir de 3 à 4 ans. Après, on a ici on peut continuer les études normales, comme par exemple en France, ce qui se fait. Après, ici, il y a un diplôme fédéral. Et après, on peut faire le baccalauréat professionnel. Ou bien on arrive au baccalauréat normal. Ça, c'est la filière normale qui part vers les universités académiques. Et ça, c'est les filiales, si vous voulez, qui nous amènent, plus une partie de ceux-là qui viennent aux universités de sciences appliquées, les hautes écoles spécialisées qu'on appelle. Alors, ces écoles-là, c'est eux qui font la majorité des étudiants et si vous voulez, des gens qui travaillent dans l'économie, que ce soit, je ne parle pas seulement de formation technique, je ne parle pas seulement des ingénieurs ou des chimistes ou des je ne sais pas quoi. Je parle aussi du management, je parle aussi des sciences humaines, je parle de pédagogie, je parle de tout. Et voilà ici comment ça se passe. Ce sont les académiques ici du baccalauréat, que ce soit ici de toutes ces formations techniques qui viennent aux universités de sciences appliquées. Et je pense que ça, ici aussi, on a de nouveau certaines statistiques qui montrent un peu le différent de salaire. Vous voyez, les universités académiques, c'est 70 000
francs par année. Les hautes écoles spécialisées, ils ont 80 000 par année. Une différence qui est quand même substantielle. Et ainsi de suite. Le nombre aussi d'étudiants. Le nombre d'étudiants qui étudient dans les hautes écoles spécialisées, regardez le nombre, il est plus haut que le nombre des universités académiques. Ce qui montre un peu, et malgré ça, on arrive à être numéro 1 dans l'innovation, numéro 1 dans la publication scientifique, numéro 1 dans la compétitivité, etc. Ça veut dire qu'on arrive à vraiment à répondre à beaucoup de défis qui sont des défis partiels de la Smart City. Comment on le fait? Ça, il y a beaucoup de variantes. On a par exemple chez nous, soit chez nous à l'université, on est une université de sciences appliquées, on a des solutions qui sont des solutions standards, ça veut dire des programmes de master, de bachelor, de machin, etc. On a des programmes qui sont de continuité, et là on a d'éducation continue, ça veut dire que ce sont des gens qui travaillent et qui viennent étudier en parallèle. Ce qui ouvre la porte, c'est vraiment pour une éducation continuelle et qui avance. C'est un peu la philosophie de la Smart City. Et après, on a des choses qui sont plutôt ponctuelles, qui accompagnent le développement de la carrière d'une personne. Et après, on a des choses qui sont vraiment ciblées. Et ça, ce sont taillés sur mesure. Les détails, on peut toujours encore discuter comment ça se fait, et ainsi de suite. Mais c'est ça un peu les piliers de ce système qui fonctionne et qui fonctionne en principe bien. Ici, il y a un peu des statistiques sur le nombre, je peux vous le donner. Je vous donne seulement 3 exemples de 3 personnalités, il y a des centaines. Le chef de l'armée suisse, il n'a pas fait d'université. Mais je vous dis, c'est une tête. Et lui, il a fait une école, il a fait un apprentissage au début. Naturellement, il a fait des formations continues après. Le CEO de Crédit Suisse, ce n'est pas une des plus petites banques au monde, hein. Il est aussi la même chose. Le CEO de Royal Dutch Shell, hein, de Shell et de ABB, la compagnie Asia Bromboveri, aussi la même chose. Alors, en commençant avec cette filière-là, on peut arriver très loin. Et je pense que ça, c'est un élément aussi qui nous laisse réfléchir. Est-ce que maintenant, vraiment, le système suisse est le plus adapté? Moi, j'ai fait un peu de la propagande maintenant en Suisse. Vous m'excusez, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est d'apprendre d'une expérience. Alors, est-ce que c'est la meilleure réponse pour les Smart Cities? Je pense que c'est une réponse valable. Il y a des choses à voir, il y a des choses à profiter, selon la liste des défis que j'avais mis. Est-ce que le système suisse est le meilleur pour toutes les phases de vie? De nouveau une question. Là, je pense qu'il faut plus de recherche. Je peux pas répondre à cette question maintenant. Est-ce que le système suisse est le plus complet pour toutes les parties prenantes? Ça aussi, ça a besoin de plus de recherche pour définir un peu plus, disons, la filigrane de cette division. Plus de recherche doit être impérativement faite dans ce domaine. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. On prendra une question avant de passer au panel. Je vous remercie. Une question s'il y a lieu. Là, on passe directement au panel. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Non, pas. Merci beaucoup. Merci.